Bonsoir à tous. Je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler un petit peu des trous noirs et des trous de verre. Alors, quand on parle de trous noirs, depuis le film Interstellar, il y a une petite vidéo qui devrait se lancer tout bientôt, mais depuis le film Interstellar, généralement, on pense à celui-ci. Donc ça, c'est Gargantua, hein, c'est le trou noir du film. Ce que je vous propose de voir ensemble ce soir, c'est de voir un petit peu ce que c'est qu'un trou noir et ce que ça n'est pas. Et donc, fondamentalement, un trou noir, c'est un objet céleste, sphérique, dont rien ne peut s'échapper. Plus précisément, c'est un objet dont la masse et la taille sont telles que même la lumière va être piégée à l'intérieur. Et puisque, en fait, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, ça explique pourquoi rien ne peut sortir d'un trou noir. On va me dire, ok, c'est bien gentil, mais comment c'est possible, un truc pareil? En fait, on va faire une petite expérience de pensée ensemble. Si on imagine que on prend la Terre comme ça, entre nos mains, parce qu'on a des grandes mains, et la Terre, on va la faire rétrécir. D'accord ? Si on fait rétrécir la Terre comme ça, on va en fait faire augmenter la gravité à sa surface. Et si on augmente la gravité à sa surface, il se passe un truc assez rigolo, c'est que si on veut jeter un objet haut, il va falloir le jeter de plus en plus vite. Si je jette un objet comme ça, moi tout seul, je jette à une certaine vitesse, il monte un petit peu et il retombe, évidemment. Si maintenant, c'est pas moi qui le lance, mais je sais pas, imaginons c'est Hulk qui lance cet objet, une pierre par exemple, Hulk, lui, il est tellement fort, il va lancer cette pierre tellement vite que la pierre, en fait, elle va jamais retomber. Elle va partir dans l'espace comme ça et vivre sa vie de pierre spatiale. Cette vitesse à laquelle il faut lancer un objet pour qu'elle échappe à l'attraction gravitationnelle, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. D'accord ? Et sur Terre, cette vitesse de libération, c'est 11 km par seconde. Donc 11 km par seconde, ça ne parle pas forcément, ça fait à peu près 40 000 km/h. D'accord ? Donc en fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en fait, par rapport à la vitesse de la lumière, qui vaut 300 000 km par seconde, c'est rien du tout. Cette vitesse de libération, elle dépend de l'objet sur lequel on se trouve. Donc pour la Terre, c'est 11 km par seconde. Mais si on rétrécit la Terre, comme je le disais tout à l'heure, et que la gravité à sa surface, elle augmente, en fait, la vitesse de libération, elle va aussi augmenter. Et plus on la fait rétrécir, en gardant sa masse constante, toujours, plus on la fait rétrécir, et plus la vitesse de libération va augmenter, et il arrive un moment où on va atteindre la vitesse de la lumière. Et à partir de ce moment-là, en fait, on aura formé ce qu'on appelle un trou noir. Alors pour la Terre, ce rayon, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, il vaut quelques centimètres. Le rayon de Schwarzschild, donc ça permet de définir une surface dont on parle parfois dans les films, qui s'appelle l'horizon des événements. Donc l'horizon des événements, c'est pour ainsi dire la surface externe du trou noir. Ça délimite, donc c'est une surface purement mathématique, il n'y a rien de particulièrement tangible, mais ça délimite la région au-delà de laquelle on ne voit rien, puisque, oui, c'est ce qu'on disait juste avant, un trou noir, même la lumière ne peut pas en sortir. Donc s'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc, ce rayon de Schwarzschild, pour la Terre, c'est 1 cm, grosso modo. C'est-à-dire que si on prend la Terre et qu'on la fait rentrer dans un dé à coudre, à ce moment-là, on forme automatiquement un trou noir. Le rayon de Schwarzschild, il dépend de la masse de l'objet qu'on considère. Et donc, si on prend un objet plus massif, comme par exemple le Soleil, à ce moment-là, on va pouvoir former des trous noirs beaucoup plus gros. Pour le Soleil, il faut le faire rétrécir seulement, pour lui donner une taille de quelques kilomètres de rayon. Et à ce moment-là, on forme un trou noir également. Donc ça, c'est des façons, on va dire, un petit peu des expériences de pensée pour former des trous noirs. Comment est-ce qu'on peut faire dans la vraie vie pour former des trous noirs ? Une première façon, si j'arrive à changer de slide, voilà. Une première façon, c'est de regarder ce qui se produit à la fin de la vie des étoiles. Donc pour les étoiles les moins grosses, donc celles qui sont en haut, celles qui ont grosso modo au maximum 8 fois la masse du Soleil, ces étoiles-là,
elles vont vivre leur vie, exploser en nébuleuses planétaires et former ce qu'on appelle des naines blanches. Bon, c'est intéressant, mais ça ne nous intéresse pas ici. Les étoiles qui sont plus grosses, donc dont la masse est supérieure à 8 fois la masse du Soleil, ces étoiles-là, elles vont finir leur vie en supernova, donc une explosion considérable. Et à partir de là, il y a deux cas possibles. Soit la masse de l'étoile initiale était comprise entre 8 fois la masse solaire et 40 fois la masse du Soleil, et à ce moment-là, on forme une étoile à neutrons. Soit la masse de l'étoile initiale était supérieure à 40 fois la masse du Soleil, et à ce moment-là, on va pouvoir former un trou noir. Les trous noirs qu'on forme de cette façon-là, ils ont entre 3 fois et quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Ces trous noirs, puisqu'on les a formés à partir d'une étoile, on les appelle des trous noirs stellaires. Okay. Et c'est typiquement le cas du trou noir Gargantua qu'on voit dans le film Interstellar. Donc, des trous noirs, il peut y en avoir de toutes les tailles, notamment des très très gros. Donc, ici, on voit une représentation, une vue d'artiste d'un trou noir gigantesque qui se trouverait au centre d'une galaxie. Donc, ces trous noirs-là, ils peuvent avoir des masses qui vont de quelques millions à quelques milliards de fois la masse du Soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Il existe également une autre catégorie de trous noirs. Eux, leur masse, elle se trouve entre une centaine et quelques dizaines de milliers de masses solaires. Et donc, comme ça se trouve entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs, comme on a beaucoup d'imagination en sciences, on les a appelés des trous noirs intermédiaires. Enfin, il y a aussi des tout petits trous noirs, ce qu'on appelle des micro-trous noirs. Eux, ils se seraient formés, alors ils sont encore spéculatifs, mais eux, ils se seraient formés dans les tout premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang. Et donc, on les appelle des trous noirs primordiaux. Donc voilà pour ce qui est des différentes catégories de trous noirs qui existent en fonction de leur masse, enfin, quand on s'intéresse uniquement à leur masse. Le problème, si on peut dire, c'est qu'en fait, la masse, ce n'est pas le seul critère intéressant pour définir un trou noir. En relativité générale, on peut montrer qu'un trou noir il est parfaitement décrit par 3 paramètres. Mais bon, uniquement 3 paramètres. Donc c'est déjà plutôt cool. Le premier, c'est sa masse. Oui, ça permet de définir le rayon de Schwarzschild, etc., ce qu'on a vu juste avant. Le second, c'est sa charge électrique. Et le troisième, c'est son moment cinétique. Alors, le moment cinétique, c'est en gros la rotation. Est-ce que le trou noir il tourne sur lui-même ou pas? Et donc, puisque tous les trous noirs ont une masse, en jouant avec les 2 autres paramètres qui restent, la charge électrique et le moment cinétique, en fait, on peut avoir 4 types de trous noirs théoriques. Le premier, c'est le plus simple, c'est ce qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild. Alors ça, s'il y a des étudiants, Schwarzschild, si vous l'écrivez correctement dans une copie, vous avez des points. C'est cool. Schwarzschild, c'est simplement le nom du gars qui a bossé là-dessus. D'accord. Donc c'est les trous noirs les plus simples. Pourquoi? Ils ont une masse, forcément, c'est des trous noirs. Ils n'ont pas de charge électrique et ils ne sont pas en rotation. Ok, facile. La seconde catégorie, c'est ce qu'on appelle les trous noirs de Kerr. Donc eux, ils n'ont pas de charge électrique non plus, mais par contre, ils sont en rotation. Vous allez me dire, mais pourquoi ils seraient en rotation? En fait, la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas en rotation? Parce que les trous noirs, si on les forme à partir d'objets précédents, des géniteurs, comme avec les étoiles, ce qu'on a vu précédemment, si l'étoile elle est en rotation, et en fait toutes les étoiles sont en rotation, il faut savoir qu'en physique, la rotation, le moment cinétique, c'est une grandeur qui est conservée. Donc on doit garder la rotation entre le géniteur et le trou noir fils. Donc si l'étoile tourne, le trou noir tourne, donc en fait, les trous noirs de Kerr, c'est probablement les plus courants. Une autre catégorie, ce sont ce qu'on appelle les trous noirs de Restner-Nordström. Donc ceux-là, on s'attend à ce qu'ils soient très très peu courants. Déjà, ils ne tournent pas, donc manque de bol. On a vu que puisque les étoiles tournent, on s'attend à ce que les trous noirs tournent. Et en plus, ils ont une charge électrique. Sauf que, au fil de l'accrétion de matière de la part du trou noir, on s'attend aussi à ce que cette charge électrique, en fait, elle se neutralise au cours du temps.
Et enfin, on a les trous noirs de Kerr-Newman. Bon, bah, eux, c'est un mélange un petit peu des deux, hein. On a une charge électrique et une rotation. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était qu'un trou noir et quelles étaient les grandes catégories, les grandes familles de trous noirs qui sont possibles, je vais passer un petit peu de temps pour dire ce que ce n'est, enfin, pour présenter les idées reçues pardon, sur les trous noirs, parce qu'il y en a un certain nombre en fait. Donc première idée reçue, les trous noirs sont des trous. Bah ouais, ça paraît évident, je veux dire c'est dans le nom, donc ça paraît assez légitime de penser ça. Surtout que souvent on présente l'espace-temps un petit peu comme ce que j'ai mis ici, comme étant une toile à 2 dimensions. Ça, c'est fait pour simplifier un petit peu les choses, mais bon, nous, manque de bol, on vit dans un espace à 3 dimensions spatiales. Donc en représenter que 2, c'est pas tout à fait correct. Donc en fait, non, les trous noirs ne sont pas des trous, ce sont des sphères. Deuxième idée reçue, les trous noirs sont issus de la relativité générale d'Einstein. Alors effectivement, la relativité générale, ça permet d'étudier, dans une certaine mesure, les trous noirs. Mais ce n'est pas du tout uniquement une production de la relativité générale. Vous voyez bien que pour conceptualiser ce que c'était qu'un trou noir, au tout début, on a juste, entre guillemets, eu besoin de la vitesse de libération. Et la vitesse de libération, c'est quelque chose qui est parfaitement bien défini et expliqué dans la physique de Newton. Et ça, historiquement, on le voit très bien, parce qu'en fait, dès le XVIIIe siècle, on a Michel et un petit peu plus tard Laplace qui vont montrer que, bah oui, voilà, théoriquement, des solutions en trou noir, d'un point de vue purement mathématique, hein, ce sont des solutions acceptables. Alors bon, ça fait un petit peu un flop à l'époque, hein, les gens se sont dit, oui, bon, bah, c'est que des maths, mais heureusement, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais bon, voilà. Troisième idée reçue, celle-là, elle est un petit peu filoute, c'est que les trous noirs sont denses. Bah oui, parce que pour former un trou noir, on a vu, on prend un objet et on le fait rétrécir. On a tendance à penser que ça fait naturellement augmenter sa densité. En fait, non, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la compacité. Alors la compacité, grosso modo, c'est un nombre qui est proportionnel à la masse divisée par le rayon. Et la densité, c'est un nombre qui est proportionnel à la masse divisée par le rayon, mais au cube. Et vous voyez que les deux ne se comportent pas du tout de la même façon, parce qu'il y en a un, on divise par r au cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on considère des trous noirs très très grands, comme par exemple les trous noirs supermassifs qu'on a vus au tout début, qui sont au centre des galaxies, ces trous noirs, ils ont une taille énorme, donc un rayon très très grand. Ce rayon très très grand, on le met à la puissance 3, donc ça devient encore plus grand, et on divise la masse par ce nombre-là. En fait, ça fait une densité qui est très très faible. Et en fait, on s'attend même à ce que les trous noirs supermassifs, ils aient grosso modo une densité comparable à celle de l'eau. Donc non, les trous noirs ne sont pas forcément denses, ils sont compacts. Quatrième idée reçue sur les trous noirs. Les trous noirs aspirent leur entourage. Alors ça, souvent, on me dit, mais oui, mais est-ce que c'est possible qu'un trou noir se pointe et il nous bouffe comme ça, il nous aspire, ou je sais pas quoi? Alors c'est une très bonne idée pour un film de science-fiction. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Si on fait une expérience de pensée, et on imagine que, voilà, ensemble, comme ça, on claque des doigts, et on remplace le Soleil par un trou noir de masse équivalente. Alors certes, on va tous mourir de froid, et ça va pas être un bon moment. Mais, d'un point de vue purement gravitationnel, il n'y a rien qui change. Les orbites vont rester les mêmes, parce que on a remplacé le Soleil par un trou noir de même masse. Donc les trous noirs n'aspirent pas leur entourage, ce n'est pas du tout des ogres cosmiques ou des aspirateurs de l'espace. Et cinquième idée reçue, les trous noirs peuvent nous spaghettifier. Ça a l'air cool. Parce qu'on se dit, ouais, spaghettification, c'est un petit peu comme dans Rick et Morty, je peux me transformer en Rick Cornichon. Et en fait, ça a l'air fun. Le mec, il vit des aventures plutôt sympathiques. Alors la spaghettification, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est de dire que voilà, quand on se rapproche du trou noir, il y a des effets de marée, donc c'est-à-dire que la gravité qu'on va ressentir entre nos pieds et notre tête ne sera pas la même, et on va se faire étirer. Ok, bon, pourquoi pas. Manque de bol, en fait, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous n'avez pas une élasticité à toute épreuve. Un élastique non plus d'ailleurs, si on joue un petit peu trop avec, il finit toujours par casser. Et donc votre corps, c'est un petit peu la même chose.
Donc si, voilà, si vous approchez un petit peu trop d'un trou noir, vous n'êtes pas spaghettifié, vous êtes déchiqueté. Bon, c'est un peu moins fun, mais c'est comme ça. Alors les trous noirs en vrai. Oui, parce que là, on fait que des expériences de pensée, des trucs de théoriciens, tout va bien. Mais non, non, il y a des observations. Alors je commence par une observation indirecte assez connue. Donc ici, vous avez les points lumineux, c'est des étoiles, d'accord, qui se trouvent dans la région centrale de notre galaxie. Okay. Et on a regardé au fil des ans, donc voyons, on est en 1995 là-haut. Et donc si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît, merci. Et donc au fil des ans, voilà, on regarde le mouvement des étoiles de la région centrale. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, en fait, on a l'impression qu'elles tournent toutes autour d'un même point, notamment la courbe en jaune. C'est très flagrant. Ce point, on l'a représenté par la petite étoile en blanc. Et donc ça, c'est un endroit, hein, c'est un point où on voit rien du tout. Donc en fait, c'est un super bon candidat pour un trou noir. On voit rien, mais il y a une action gravitationnelle très très forte. Bon, en 2017, il y a eu l'observation de ce trou noir central de notre galaxie, hein, Sagittarius A*, c'est son petit nom. Donc ça, c'est une observation en radio, et on voit en fait, alors bon, la région centrale, bah oui, c'est noir, hein, c'est un trou noir. Et ce qu'il y a autour, bah, c'est le disque d'accrétion. Donc c'est un petit peu, ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on voyait au tout début avec le trou noir du film Interstellar. Donc désolé pour la résolution, on a fait ce qu'on a pu, ça se trouve quand même à 25 000 années-lumière. Donc quelque part, c'est déjà pas mal. Évidemment, il y a d'autres observations, hein, notamment des observations directes maintenant grâce aux ondes gravitationnelles. Mais bon, ça, j'en parlerai une autre fois. Les trous blancs dans tout ça. Alors les trous blancs, si on a bien compris les trous noirs, ça va tout seul. Les trous noirs, c'est des objets dont rien peut sortir. Bah, les trous blancs, c'est l'opposé. C'est des objets dont rien peut rentrer à l'intérieur. Okay. Donc si on représente à 2 dimensions un trou noir comme étant un petit entonnoir comme ça, vers le bas, et bah, un trou blanc, hop, on retourne et on obtient l'espèce d'entonnoir inversé. Alors les trous blancs, c'est une solution, enfin, ce sont des solutions mathématiques de la relativité générale. D'accord. C'est pas pour ça que ça existe vraiment. Parce que bah, déjà, on n'en a jamais observé. Et un truc dont rien, enfin, pour lequel rien peut rentrer à l'intérieur, qui sort tout le temps de la matière ou je sais pas quoi, on devrait le voir, d'accord. Donc bon, pour l'instant, voilà, c'est une solution mathématique, mais c'est pas forcément, ça n'existe pas forcément. Dans d'autres théories, comme bah, la gravité quantique à boucle, ce sont des objets qui ont une existence plus naturelle. Hein, c'est le stade d'évolution après le trou noir, mais j'en parlerai pas ce soir. Donc pourquoi je vous parle des trous blancs? Eh ben, c'est pour faire le lien avec ce genre d'objet, où on peut lancer la vidéo également. Ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, si on prend un trou noir et un trou blanc, et on les colle l'un à l'autre, eh ben, on obtient ce genre de truc. Alors ça fait un peu un tube, c'est ce qu'on appelle en fait un trou de verre. Et ça, bah, ça a l'air plutôt sympa parce que si de chaque côté, on a une région de l'espace différente, bah, ça peut faire un genre de tunnel, et puis on se dit, bah, c'est cool, je peux passer à travers, et comme ça, je me balade dans l'espace-temps. Ça peut être super fun. C'est pas mal utilisé par la science-fiction, notamment. Alors, puisque les trous noirs sont des solutions de l'ARG, et que les trous blancs sont aussi des solutions des équations de l'ARG, ça, bah oui, c'est une solution des équations de l'ARG. Alors attention, il faut être prudent, d'accord? Quand on dit que quelque chose est solution des équations, ça ne veut pas dire que ça existe, d'accord? Dans le cas de la relativité générale, il faut toujours prendre le temps d'aller voir quelle est la distribution de matière qu'on a utilisée, qu'on a rentrée dans ces équations pour faire le calcul. Et en fait, pour tout ce qui est trou de verre, malheureusement, il faut utiliser des distributions de matière qu'on appelle matière exotique. Donc, matière exotique, c'est un mot rigolo pour dire qu'en fait, ça n'existe pas trop, parce que c'est de la matière avec de la masse négative ou de l'énergie négative. Bon, c'est un petit peu dommage parce que ça avait l'air sympa. On pouvait envisager de se déplacer à travers l'espace-temps super rapidement. Bon. Pour les fans de Star Trek, il y a autre chose qui permet ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle la distorsion, ou le warp drive en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Star Trek. Alors, le warp drive, avec les mains, c'est super simple. On prend un vaisseau spatial, déjà facile. On comprime l'espace devant soi, donc comme ça on est attiré devant. On dilate l'espace derrière soi, et on se retrouve dans une bulle d'espace-temps qui, comme ça, nous
nous propulse, nous déplace à travers l'espace-temps, et comme ça on avance super vite. Alors dans Star Trek, ils utilisent ça pour aller plus vite que la vitesse de la lumière, et c'est vraiment génial. Donc le warp drive, ça c'est aussi une solution des équations de la RG. Il a été montré que pour aller plus vite que la vitesse de la lumière avec ce genre de choses, il faut également, manque de bol, je suis désolé, il faut également de la matière exotique. Donc c'est un peu compliqué. Cela dit, il y a quelques mois, il y a deux chercheurs qui ont montré que si on renonce à vouloir aller plus vite que la vitesse de la lumière, en fait, on peut trouver des distributions de matière classiques qui permettent ce genre de choses. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que, vous voyez, si on imagine aller à, je sais pas, ne serait-ce que 1% de la vitesse de la lumière, en fait, déjà, c'est un gros challenge aujourd'hui. 1% de la vitesse de la lumière, ce serait vraiment génial. Ça fait, je sais pas moi, 5 heures pour aller sur Mars. Alors, ce genre de choses, ce genre de résultats, donc ça, c'est un article qui a été accepté. Ce genre de résultats, même quand c'est accepté, il faut rester pragmatique. D'accord ? On est des scientifiques, on y va tranquillou. Cependant, voilà, c'est important de garder cette petite lueur de rêve, on va dire, pour la motivation. Il y a certainement d'autres choses à vérifier sur cet article, mais voilà. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, on peut prendre une question. Vivien est là pour y répondre. Oui, il y a une question. Il y a plein de questions. Merci. Sur les images d'artistes, on voit au pôle des trous noirs des grands jets de matière, on appelle ça plasma, qui partent. Et pourtant, on dit que rien ne sort d'un trou noir. D'où viennent ces gaz qui s'échappent à des millions d'années-lumière de distance du trou? C'est une très très bonne question. Alors en fait, ça concerne ce qu'on appelle, c'est des trous noirs actifs, d'accord ? Les trous noirs qui ont ce genre de choses, on appelle les trous noirs actifs. C'est vraisemblablement, on n'a pas encore la réponse en fait aujourd'hui exactement à cette question. Vraisemblablement, il y a des effets relativistes qui rentrent en jeu, c'est-à-dire que pour les très gros trous noirs, on peut distinguer plusieurs surfaces, c'est-à-dire qu'il y a la surface de l'horizon des événements, dont j'ai parlé un petit peu, et il y a une autre surface qu'on appelle l'ergosphère, qui correspond grosso modo à une région de l'espace qui est entraînée par le trou noir dans sa rotation. Donc c'est une région de l'espace qui tourne autour du trou noir également. Et donc dans cette région, si on y rentre, mais qu'on ne rentre pas dans l'horizon des événements, on peut extraire un petit peu d'énergie du trou noir. Et extraire même un tout petit peu d'énergie d'un trou noir, en fait, c'est considérable. Et à partir de là, on peut peut-être imaginer, probablement même, des scénarios qui bien présentent la poussière du disque d'accrétion du trou noir supermassif, entrer dans cette région, regagner de l'énergie et par un processus probablement pas encore connu, qui fait peut-être aussi intervenir les champs magnétiques ou ce genre de choses, se retrouve expulsé en dehors du trou noir parce qu'il réacquiert de l'énergie, enfin en tout cas suffisamment d'énergie pour s'échapper du trou noir. Mais dans tous les cas, ça ne rentre pas à l'intérieur de l'horizon des événements. Il y a d'autres processus qu'on appelle par exemple l'évaporation des trous noirs avec l'effet Hawking, etc., qui ressemblent un petit peu plus à ce genre de choses, mais dans tous les cas, on ne récupère pas, a priori, et d'ailleurs c'est un problème, l'information qui tombe à l'intérieur du trou noir. Ah, il y a une deuxième question. Bonjour. Que se passe-t-il avec l'espace et le temps dans un trou noir et à ses alentours? Alors ça, c'est super marrant. En fait, quand on passe l'horizon des événements, la métrique, alors la métrique, c'est une équation en gros, d'accord, qui décrit comment on mesure les distances et les angles dans l'espace-temps, d'accord. L'espace, enfin, tout ce qui concerne l'espace a un certain signe, et on prend le signe opposé, donc plus pour l'un, moins pour l'autre, pour le temps. Et en fait, quand on passe l'horizon des événements, ce qui est marrant, c'est que la métrique change de signe. Donc l'espace devient le temps et le temps devient l'espace. Donc ça, c'est un petit peu rigolo. Merci. C'est un petit peu rigolo dit comme ça, mais ce à quoi ça correspond concrètement, c'est assez compliqué. Pour pouvoir répondre à cette question de façon plus précise, en fait, il nous faudrait des théories qu'on n'a pas aujourd'hui, dont certains candidats sont notamment la gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes. Et la troisième et dernière question. Il faut parler très fort du coup. Du coup,
Pourquoi des gens disent qu'on peut pas faire, enfin, on peut pas faire des voyages à longue distance parce qu'il y a la vitesse de la lumière qui nous limite, mais quand on s'approche à 99,9% de la vitesse de la lumière, le temps il passe bien moins vite. Donc pourquoi il y a des théories de vaisseaux générationnels et de voyages lents? Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux questions en fait dans ta question. Je vais essayer d'y répondre rapidement, promis. Donc, pourquoi on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière? Il y a plein de niveaux de réponse possibles à cette question. Le niveau vraiment le plus accessible, on va dire, c'est de se dire que, voilà, en fait, ce qui est important d'y avoir dans l'univers, c'est qu'il y ait une vitesse limite. C'est ça le principe de base de la relativité restreinte. Après, il se trouve que la lumière va à cette vitesse. Mais ce n'est pas vraiment la vitesse de la lumière qui est importante. D'accord. Il se trouve que la lumière va à cette vitesse parce qu'en fait, elle a une masse égale à 0. Et à partir du moment où tu commences à mettre quelque chose en mouvement, par exemple, quand tu pousses une armoire, tu vois bien, elle a une certaine inertie. Et cette inertie, donc, c'est lié à sa masse. Donc, plus au début, tu commences à la faire se déplacer à une certaine vitesse, et plus tu veux la faire aller vite, plus tu dois dépenser d'énergie pour la faire accélérer. Bah, l'idée, c'est de se dire, puisque la lumière qui a une masse égale à 0, elle va à cette vitesse-là, en n'ayant pas de masse, n'importe quelle autre particule, si elle possède ne serait-ce qu'une toute petite masse, forcément, elle ne pourra pas atteindre cette vitesse-là, parce qu'il faudra dépenser une énergie toujours plus grande, voire même infinie, pour se retrouver à la vitesse de la lumière. Et l'autre partie de ta question, c'était en lien avec la relativité restreinte. En fait, ça, c'est une conséquence, ce qu'on appelle c'est la dilatation des temps. C'est une conséquence en relativité restreinte du fait que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. On pourrait faire une conférence entière sur la dilatation des temps et la contraction des longueurs. Voilà. Merci beaucoup, Vivien. Merci. Cela Merci. clôt cette journée.